Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. OK. Hier, dans le Globe and Mail, il y avait un article qui disait qu'il y a plus de cas de cancer de la prostate qui ont été diagnostiqués au stade 4 ces dernières années, en comparaison à il y a une décennie. Un développement que les experts à l'origine d'une nouvelle étude suggèrent pourrait être lié aux recommandations officielles décourageant l'utilisation d'un test de dépistage qu'on dit très débattu, le PSA. Avec nous, il est chirurgien urologue et chef du service d'urologie au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Dr Thierry Lebeau. Dr Lebeau, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac, pardon. Merci d'être là parce que vraiment, moi, cet article-là, là, j'ai besoin d'aide. Là, on dit que le test de l'antigène prostatique spécifique, le PSA, là, on dit que ça comporte des risques. Ça peut entraîner un surdiagnostic, un surtraitement des tumeurs à la prostate et c'est pour les raisons pour lesquelles on ne le recommande plus aux États-Unis et maintenant, il y a des questions qui se posent au Canada. Éclairez-moi là-dessus, là. Ben, en fait, c'est une controverse qui date de plusieurs années. Là. Le PSA est apparu dans les années 90, puis ça avait amené à ce moment-là à beaucoup de diagnostics de cancer de la prostate et beaucoup de traitements de cancer de la prostate. Avec du recul, là, je vous parle d'une trentaine d'années de recul, on se rend compte que le cancer de la prostate n'est pas toujours aussi agressif. Puis, en fait, la controverse dans la tête d'un urologue ne devrait pas tellement être autour du dépistage, mais plutôt du traitement du cancer de la prostate. Qui a été controversé depuis une dizaine d'années, c'est qu'on estimait que quand on faisait un test de dépistage, ça menait nécessairement à un traitement, donc nécessairement des fois à du surtraitement, donc des maladies peu agressives pour lesquelles on faisait des traitements agressifs. Avec le temps, on se rend compte que si on sélectionne bien nos patients, ils bénéficient effectivement du dépistage. Puis cette recommandation-là américaine dont vous parlez date de 2012. Ouais. Les sociétés savantes sont beaucoup plus mitigées actuellement sur l'idée de ne pas recommander du tout le dépistage, mais plutôt de bien le cibler, c'est-à-dire de bien choisir les patients qui vont en bénéficier. Mais là, ce que je lisais, Dr Lebeau, c'est 2 ans plus tard, en 2014, il y a un groupe de travail canadien qui n'a pas approuvé le test de dépistage non plus et qui nous mettait en garde aussi. Mais là, si je comprends bien, là, c'est que on dit que si on teste trop, on va découvrir trop de cancer de la prostate, puis on va trop traiter ces cancers de la prostate. Est-ce que je comprends? Vous comprenez bien. Ce qu'il faut comprendre d'un autre côté, c'est qu'on maintenant, en 2025, on ne traite pas tout le monde qui a un cancer de la prostate. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que heureusement, la majorité des cancers de la prostate sont peu agressifs et souvent, on peut se permettre de faire ce qu'on appelle de la surveillance. La surveillance, c'est qu'on n'envisage pas de chirurgie, pas de radiothérapie, certainement pas de chimiothérapie, mais on observe les patients en sachant que leur maladie risque peu de se développer. Quand on sélectionne bien ces patients-là, donc on les expose pas au risque d'une chirurgie ou d'un traitement. C'est vrai que si on traitait tout le monde, comme je vous disais tout à l'heure, probablement qu'on traiterait des gens qui mourraient jamais de leur cancer de la prostate, ouais. Donc qui bénéficieraient pas d'une chirurgie. C'est là la subtilité du dépistage. Quand on fait de la santé publique, quand on fait des recommandations de santé publique, puis qu'on ne recommande pas le dépistage, ça veut dire que d'emblée, on fait pas un test de dépistage à tous les messieurs de 50 ans. Ça, c'est clair qu'il ne faut pas faire ça. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas, justement, après 50 ans, il y en a même qui disent 40, là, se faire dépister? C'est une prise de sang, là. C'est pas énorme là, comme test. Oui, le risque du dépistage est assez faible. Le risque du dépistage, c'est de trouver un cancer. Se faire une prise de sang, ça fait pas particulièrement mal. Un examen de la prostate par toucher rectal non plus. Ça, c'est relativement anodin. C'est ce qu'on fait du diagnostic qui devient problématique éventuellement. De la même façon que je vous explique que c'est des cancers qui évoluent sur une très longue période, on veut s'assurer de sélectionner des patients qui risquent de développer des problèmes de ce cancer-là. Okay. Si on a une maladie qui va prendre 20 ans avant de poser problème, mais qu'on a un patient qui a une espérance de vie de 5 ans, vous comprenez bien qu'il y a peu de bénéfices à faire du dépistage chez cette personne-là. Bon, je comprends ça. C'est un peu ça la subtilité du débat. OK. Mais est-ce que tous les hommes, ça j'ai déjà entendu ça, Dr Lebeau, est-ce que tous les hommes vont avoir le cancer de la prostate à un niveau ou à un autre?
Pas tous les hommes. On dit que c'est à peu près un homme sur 8 au cours de sa vie qui va avoir un diagnostic. Par contre, quand on regarde dans des séries autopsiques, là, c'est-à-dire que quand on analyse des gens qui décèdent autour de 80 heures, ben, il y a à peu près 75% des hommes chez qui on va trouver certaines cellules de cancer de prostate dans leur prostate, sans qu'ils soient décédés de ça. Donc, effectivement, la majorité des hommes, si d'un point de vue histologique, là, c'est-à-dire au microscope, on peut trouver des petits cancers dans leur prostate plus ils avancent en âge, mais c'est très souvent, heureusement, pas des cancers qui vont se développer, puis pas des cancers qui sont significatifs. Mais là, dans le discours public, Dr Lebeau, là, tu sais, les campagnes de financement pour combattre le cancer de la prostate, on parle du test de PSA, on dit aux hommes d'aller se faire tester. Puis là, de l'autre côté, puis je lisais au Canada, même les hommes doivent payer de leur poche pour les tests de dépistage PSA. Comment ça se fait qu'il y a autant de décalage dans l'approche face au cancer de la prostate? En fait, ce qu'on recommande aux gens, c'est de discuter de la pertinence d'avoir du dépistage chez une personne donnée. Tout le monde n'a pas le même risque de développer un cancer. Ça dépend des antécédents familiaux, ça dépend des origines ethniques. Puis je pense que c'est pertinent pour un homme, en particulier après 55 ans et avant 70 ans, de discuter de ça avec son médecin, si son médecin a le temps d'aborder des questions de dépistage. La raison, en fait, comme je vous dis, d'un point de vue santé publique, là, si on se base sur les données de 2012, puis on a heureusement 13 ans de recul, on avait eu beaucoup de difficultés à démontrer le bénéfice de faire du dépistage dans une perspective de santé publique. 13 ans plus tard, on a 13 ans de recul, puis plus on étudie longtemps les cohortes de patients de 2012, plus on se rend compte que dans toutes les catégories, on a un bénéfice à faire du dépistage parce qu'on trouve des maladies qui se seraient développées dans l'intervalle. Fait que c'est beaucoup plus utile que de dire que les recommandations canadiennes sont de ne pas faire de dépistage. On recommande plutôt de faire ce qu'on appelle du dépistage ciblé, parce qu'on sait que chez les bonnes personnes, on risque de trouver les bons cancers, c'est-à-dire ceux qu'on peut traiter et qu'on peut éventuellement guérir. Plus on a de temps, puis plus on a de recul avec ça, plus on se rend compte qu'il y a un bénéfice à le faire, mais chez des patients bien choisis. Est-ce qu'il y a finalement augmentation des diagnostics au stade 4 au cancer de la prostate? Dans la pratique clinique, on constate effectivement qu'on en trouve peut-être un peu plus qu'on en trouvait il y a une dizaine d'années. Puis c'est probablement lié, puis comme on disait dans l'article du Globe and Mail, c'est probablement lié au fait qu'on a fait moins de dépistage pendant quelques années. Donc, des cancers qu'on aurait attrapés plus tôt, on les attrape pas. Heureusement, des présentations initiales avec un cancer de la prostate de stade 4, ça reste relativement rare. Mais c'est vrai que si on fait pas de dépistage, on n'a aucune chance de les interrompre avant qu'ils progressent. OK. Puis je lisais, la Société canadienne du cancer, il y a eu un rapport, le Québec est la province la plus touchée avec un taux d'incidence de 664 nouveaux cas sur 100 000 habitants. C'est plus que 20 de plus qu'en Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Normalement, tout le monde devrait suivre à peu près les mêmes recommandations. Vous n'êtes pas sans savoir, particulièrement dans le contexte actuel, que l'accès aux médecins est particulièrement difficile pour plein de raisons qui ne nous appartiennent pas. Le dépistage, ça passe par une rencontre avec un médecin qui peut avoir le temps de discuter de dépistage. Donc, c'est peut-être une partie de la réponse à votre question. Il n'y a pas de détails environnementaux ou bien de contexte autre qui puisse expliquer cela. Oui. Ça fait 2 fois, vous me dites, le médecin, si le médecin a le temps, est-ce que vous êtes débordé à ce point-là? Moi, je suis urologue, je fais pas de la première ligne. Je suis pas un médecin généraliste. Les gens viennent pas me voir pour faire du dépistage. Ouais. Par contre, vous pouvez imaginer que si vous allez voir votre médecin généraliste, puis que vous avez certaines choses dont vous voulez discuter, des problèmes de santé aiguë ou éventuellement des dépistages de cancer de la prostate, mais de cancer colorectal, de santé cardiovasculaire, ça prend du temps, puis ça prend des discussions aussi. Pour répondre aux patients qui ont des questions qui sont souvent intelligentes, puis prendre le temps de démystifier tout ça. Vous essayerez de faire ça en 10 minutes, comme notre gouvernement pense qu'on peut faire. Ce qui fait que le dépistage, parfois, c'est peut-être pas la priorité numéro 1, bien que ce soit très utile pour sauver des vies. OK. Vous l'avez passé, votre message. Là, je comprends, Dr Lebeau. 3 affaires avant qu'on se quitte. D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le cancer de la prostate?
Ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est bon pour la santé cardiovasculaire, c'est bon pour la santé de la prostate. Bien manger de façon équilibrée, essentiellement des légumes, peu de viande rouge, faire de l'exercice, ça risque éventuellement de diminuer notre risque de développer un cancer de la prostate. Après, il y a plein de choses qui nous appartiennent pas, hein, la génétique, l'origine ethnique, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Puis vous parlez de prévention, c'est une chose qui est importante, mais il n'y a pas beaucoup d'actions qu'on peut poser nous-mêmes qui vont... C'est pas comme arrêter de fumer qui va nous empêcher de développer un cancer du poumon, là, par exemple. Il n'y a pas un exposant environnemental qui va conduire à un cancer de la prostate. OK, mais on essaie de mettre des chances de notre côté. L'obésité, vous dites, ça, c'est un thème qu'il faut aborder. Oui. En fait, on sait que ça fait partie des facteurs de risque. Ça va aussi avec la santé cardiovasculaire, là, j'ai envie de vous dire. On sait, puis ça c'est une autre question, mais chez des gens qui sont en surplus pondéral, ils ont tendance à développer parfois des cancers qu'on trouve un peu plus tardivement. Pour des raisons hormonales. Mais je vous ramène à la base, là, si on fait attention, si on maintient un poids santé, si on mange fruits, légumes et peu de viande, on met toutes les choses de notre côté. Est-ce qu'il y a des faux positifs? Au dépistage? Oui. Le test de PSA, en fait, là, c'est une enzyme qui est sécrétée par toutes les cellules de prostate. Alors, tous les messieurs qui ont une prostate ont du PSA. Comme j'explique souvent à mes patients, c'est pas comme un test de grossesse. C'est pas parce qu'on a un PSA qui est élevé qu'on a nécessairement un cancer. Alors, on peut avoir un PSA qui est élevé à cause d'une très grosse prostate, qui est une maladie bénigne la plupart du temps. Il y a des gens qui ont un PSA qui est toujours un peu plus élevé que la moyenne. Donc, quand on a un PSA qui est anormal, ça veut pas dire qu'on a un cancer de la prostate, puis c'est ça qu'on appelle un faux positif. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Okay. Après, il faut l'interpréter à la lumière de l'âge des patients, de l'évolution de ce PSA-là. OK. Donc, 50 ans et plus, parlez à votre médecin s'il a le temps de vous parler, puis passez un test, c'est une prise de sang, là, c'est pas compliqué, un toucher rectal. Puis il faut aussi, monsieur le docteur Lebeau, il faut aussi là, dédramatiser le toucher rectal. On parle de ça, là, puis les hommes roulent des yeux, puis c'est comme s'ils allaient s'effondrer. Alors que les femmes passent toutes sortes de tests là, par toutes sortes d'orifices. Nous autres, on se fait toucher au péteux. Là, tout à coup, faut monter aux barricades. Il y a quelque chose dans la culture populaire qui aide pas là, les hommes à aller se faire tester. Je suis d'accord avec vous. Je vous dirais que entre les deux tests, entre le toucher rectal et le PSA est le plus sensible et le plus utile. Mais quand on fait du dépistage en bonne et due forme, effectivement, faire un toucher rectal, ça prend 30 secondes. C'est pas particulièrement douloureux. Je pense qu'il faut démystifier ce que c'est. Là, c'est comme vous le dites, pas un examen, c'est pas la fin du monde, c'est pas particulièrement douloureux, mis à part les a priori psychologiques qu'on peut avoir. Ouais. Thierry Lebeau, qui est médecin, chirurgien urologue, chef du service d'urologie au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Un gros merci. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée.